Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Épisode 19. Kidnapping. Cette semaine, je vous parle d'une histoire enrageante et dérangeante. Les criminels repentis auraient-ils eu leur leçon? À voir. Et moi, je vous parle encore de Stockholm. Mais cette fois-ci, pas la ville, le syndrome. On dit Stockholm! Bonne écoute. Nicolas! Marie-Ève. Bienvenue à ce 19e épisode de Crime Tonic. Yes, sir. Yes, sir. Oh, on vous l'a pas dit, on a décidé que les saisons allaient avoir 20 épisodes. Ouais. Je pense Fait que qu'on c'est vous... l'avant-dernière. Oui, je pense qu'on vous l'avait pas dit. Ça veut pas dire que vous n'aurez pas d'épisode rapidement. Ça veut juste dire que tout le monde nous demandait « Ah, vous avez combien de saisons? » Puis on savait pas on avait combien de saisons. Fait qu'on s'est dit qu'on va faire des saisons de 20 épisodes. Comme ça, on va en sortir plus rapidement. On va finir avec plus de saisons que n'importe qui. C'est ça, on s'est dit « Ah, c'est beau de dire on est rendu à notre 3e saison. » Ouais, c'est ça. Bref, avant-dernier épisode de notre première saison. Arrête de bouger ta chaise. Ouais, je sais, là. On va essayer de pas trop bouger, faire du bruit. Oui, on est des éclopés de la vie qui a mal au dos, donc on s'est assis cette semaine, Ouais. mais ne vous en faites pas, notre épisode sera on ne peut plus dynamique. Et pour les 8 personnes qui s'endorment sur YouTube, on n'aura pas un gros vidéo cette semaine. Non, L'émission va être là, mais là, on filme pas aujourd'hui. non, mais on vous fait un super bel épisode. Qu'est-ce qu'on boit? Lis-moi la belle canette que tu as. On boit après sondage. Oui, Hein? oui, c'est vrai, Le grand gagnant. Oui, on a fait un sondage sur notre page Facebook privée. Nous, on fait plein de choses. Notre page Facebook privée, si vous n'êtes pas abonné, venez-vous-en. Et là, la boisson prête à boire qui a gagné, c'est les prêtes à boire V pour Violette. Violette. Au pamplemousse. Donc, boisson au gin beverage. Oui, Élaboré au Québec, made in Québec. merci Nicolas. Violette pamplemousse. Moi, quand je vois des drinks au pamplemousse, vas-y, On va ouvre-le. faire du bruit. Oui, fais ça. Voilà. C'est un beau couche-cliche. Cliche. Moi, quand je vois des drinks au pamplemousse, je capote, j'aime ça, j'y prends tout le temps. Donc, je n'ai pu m'empêcher d'acheter ces prêts à boire-là. Ça vient de la distillerie Mariana. Donc, la distillerie Mariana est à Louisville, a été fondée en 2014 par des passionnés de la botanique et du terroir québécois. Donc, Mariana, en latin, signifie épinette noire et c'est l'emblème de la forêt boréale. La distillerie Mariana a beaucoup de produits que vous connaissez peut-être. Ils ont le gin canopé, ils ont le rhum épicé mort bleu, l'amaretto québécois avril et ils ont le gin violette. Donc, à partir du gin, parce qu'ils ont des spiritueux, ils ont élaboré des prêts à boire, donc le violette pamplemousse. Ah oui, puis ils ont aussi de la liqueur d'absinthe Balzac. Moi, je savais même pas qu'on avait de la liqueur d'absinthe au Québec. Et là, j'ai vu sur leur site Internet, en faisant des petites recherches, que au printemps 2024, ils vont ouvrir une distillerie en plein cœur du centre-ville de Trois-Rivières. Ah ouais. Donc, je crois qu'ils déménagent. Et là, Nicolas, attends, je t'assure, ils vont offrir des forfaits expérientiel et de dégustation. Donc, tu vas pouvoir être distilleur d'un jour. Yeah, c'est bien cool. Oui, pratiquer tes talents de mixologie et déguster des produits. Ils vont même avoir une microbrasserie, un cocktail club. Nous, on est de Montréal, mais moi, j'aimerais vraiment ça au printemps 2024, aller faire un petit tour dans ce coin-là, aller faire un parcours agroalimentaire. C'est bon, c'est noté. Mettons à ma fête. Là. Puis, fait que j'aimerais vraiment ça. Ça a l'air super le fun pour les gens de la région de Trois-Rivières et même si vous passez par là, ça avait vraiment l'air intéressant comme concept. En attendant, les produits sont disponibles à la SAQ. On en connaît beaucoup, on les aime beaucoup et les prêts à boire sont très bons. Ouais, très, très bon.
Voilà. Donc, cette semaine, c'est la distillerie Mariana. On aime ça. Pamplemousse, c'est super bon. Ah, j'adore ça. Pour ceux qui ne le savaient pas, toutes nos suggestions de cocktails sont regroupées sous la pastille Drink dans Instagram, dans des stories en vedette. Génial. Donc, si vous recherchez nos critiques de cocktails, ce sera nos là. critiques d'experts. Exactement. Avec des termes recherchés comme robe et... Oui, comme ben bon. Comme ben bon. Ah ouais, j'aime ça. Puis là, je te dirais aujourd'hui, mon frigidaire n'est pas assez frette. Fait que c'est un autre super critique constructive. Mon drink n'est pas tout à fait assez froid. Écoute, continue comme ça, là, puis je suis sûre qu'ils vont nous envoyer des caisses. Ils vont faire... sont fantastiques, ces deux podcasters-là, et on va leur envoyer des produits. Ils font des critiques de feu. On allait faire faillite, mais là, Crime Tonic a parlé de nous autres. À ta boy. À ta boy. J'ai un shout-out. Et là, là, on en a deux, là. Je vais en faire un, moi aussi, aujourd'hui. Ah oui? Ouais. OK, c'est bon. Parfait. Fait que moi, j'ai un shout-out. J'ai choisi mon shout-out. OK, ça vient de Vava DB. Bonhomme sourire. J'ai choisi ce shout-out-là parce que ça dit 5 étoiles. Belle découverte, ça fait changement du sanglant, mais tout aussi intéressant. En plus, vous êtes cute. Oh. Good job. C'est beau, hein? C'est bien cool. À cause ça dit qu'on t'a cute. Ben ouais. Fait qu'on s'excuse, Vava DB, si tu dis qu'on est cute, peut-être tu nous écoutes sur YouTube ou que tu écoutes nos stories puis nos vidéos sur les réseaux sociaux. Bref, cette semaine, il n'y aura pas de YouTube, comme on disait, mais on va te faire un petit story. On peut mettre des photos de nous autres. On t'enverra des photos. Avec un petit montage. Un loup. Ben, merci beaucoup. Tu sais, il y a des jours de même, là, que... Je manque de foundation, là. Puis là, ça m'a fait du bien que tu me dises je t'accuse. Moi, j'en fais un. Puis là, j'en saute une coupe qu'on va faire les prochaines fois. Là, oui. Je voulais faire le shout-out de Soso 04500. OK, vas-y. Qui dit, en gros, je veux mon shout-out. Oh! Mais après ça, qui dit, ben non, c'est pas pour cette raison que je vous donne 5 étoiles, mais bien parce que je vous adore, que j'adore votre podcast. Vous êtes super, continuez comme ça. Vous êtes dans mon top 5 sans aucun doute. Et des podcasts, j'en écoute des tonnes. Ah, c'est bien fin. C'est bien gentil. Ah, ben merci. Puis continuez d'aller nous noter, s'il vous plaît, sur Apple Podcast. Allez nous mettre 5 étoiles si c'est ça qu'on mérite. Et de nous mettre des critiques, ça nous aide avec l'algorithme. Ça nous fait toujours plaisir. Des fois, on a des périodes de doute. On se dit, oh mon Dieu, on fait-tu la bonne affaire? On n'est pas des professionnels. Puis on va lire vos critiques, puis ça nous met vraiment de bonne humeur. On a du fun. Puis on a du fun. Tant mieux. Oui, tant mieux, tant mieux. Donc, je vais... Sujet? Hein? Notre sujet aujourd'hui? Oui, notre sujet aujourd'hui. Tu allais parler, excuse. Ben c'est beau, j'ai pas de problème. Notre sujet, ça va être kidnapping. Ouais. Ce qui est là, on s'est dit, écoute, c'est le temps des fêtes, hein, c'est festif, tout le monde est de bonne humeur. Fait qu'on va faire probablement ce qui est l'épisode le plus sombre de Crime Tonic ever. Parce que là, on voulait des... tu sais, d'habitude, on essaie d'y aller plus léger. Hein. Ouais. Trouver des affaires drôles, mais là, je sais pas... J'avais comme trouvé un cas intéressant de kidnapping, je sais pas si bien. Il est correct mon cas, là. OK. Mais il n'y en a pas beaucoup que ça vire comme super bien, là, ou que ça peut être drôle. Fait que pas de rire non plus du monde puis du malheur des gens, là. Non, c'est ça. C'est des cas qui restent cocasses parce que incroyables. Oui. Moi, personnellement, mon cas, il est assez surprenant et incroyable. Ouais. Donc, je trouve que ça vaut la peine d'en parler. Est-ce que je fais faire plein de jokes sur le fait qu'il y a peut-être un enfant qui sort traumatisé de cette histoire-là? Non, pas tant. Ouais, sauf que il reste qu'il y a vraiment des bouts de l'histoire, et c'est notre but à Crime Tonic, de vous faire dire, ben voyons donc. Ouais, non, c'est ça. Et dans mon histoire, il y a beaucoup de ben non. De criminels qui l'ont échappé. Et choses étonnantes. Et choses étonnantes. Et ça me fait très rire, moi, dans la vie des criminels qui sont pas très bons dans ce qu'ils font. Donc, c'est notre gagne-pain. Exactement. Donc, je commence avec mon champion de la semaine. Go? Allons-y. Okay. Allons-y. Je te raconte une histoire très récente qui est apparue dans les médias au mois dernier. Donc, je te parle du 24 novembre 2023. OK? D'accord. À 21h22 exactement. Ouais. Oui, le site Internet du Journal de Montréal publie un article qui relate un événement un enlèvement dans la région de Gatineau.
OK. Ça dit que vers 16h10, l'après-midi même du 24 novembre, une personne d'âge adulte marchait sur la rue Gauthier en direction sud. Le SPVG, donc le service de police de la ville de Gatineau, a procédé à une collecte d'informations sur le terrain et selon les témoins, cette personne aurait été kidnappée par 4 suspects. Donc, il y a vraiment des gens qui ont assisté à un kidnapping. OK. Les possibles assaillants roulaient dans une Nissan Altima ou Sentra, on n'est pas sûr, 4 portes rouges, supposément entre les années 2013 et 2019. Ça a l'air que l'auto n'a pas tant évolué dans ce laps de temps-là. Mais honnêtement, non, là, les Sentra ou les Altima. Ouais. C'est toujours pareil? Ouais. Bon, il y avait des vitres teintées noires à l'arrière et la victime, quant à elle, n'est pas connue des policiers. On ne sait pas c'est qui. Mais... On ne sait pas c'est qui, comment. C'est ça. Attends, la victime. Oui, la victime non la plus. Victime, OK. Oui, on ne sait pas c'est qui, mais pas connue des policiers, puisqu'on ne sait pas c'est qui. Ben là, la victime, on sait c'est qui. Non! On sait qui s'est fait enlever. On sait juste, il y a des témoins. On sait juste que quelqu'un s'est fait enlever. Oui, il y a des témoins qui ont relaté, il y a un gars qui se promenait, il y a 4 personnes qui sont arrivées, l'ont embarqué de force dans sa valise de char, sont partis. Ils ont paniqué. C'est peut-être un enterrement de vie de garçon. Et je te reviens là-dessus. Donc, la victime avait la peau blanche, fumait la cigarette, portait un manteau noir à capuchon avec fourrure, un pantalon et des souliers noirs. On le sait que la cigarette, c'est dangereux. Mais là, à ce point-là... ce point-là... Ça frappe. Le tabac, ça frappe. Exactement. L'article brosse aussi un portrait des 4 kidnappeurs selon les vêtements distinctifs. Mais je vais te dire, c'est plus, il y a un pantalon, puis un chandail, puis un capuchon, puis un autre pantalon, puis un chandail. Il marchait, c'est ça, il marchait sur 2 pattes, puis... Pas mal ça. Il conduisait une voiture. C'est ça. Puis c'est pas avec ça que je vais reconnaître un voisin. Non. Et l'article invite la population à ouvrir l'œil et à consulter les caméras de sécurité extérieures parce que tout le monde sait que tout le monde a des caméras extérieures. Ben oui. Donc, la police lance un appel à tous en ce vendredi soir. Et honnêtement, ça fait un peu un tollé dans la ville de Gatineau. Ah oui? Ouais, les gens pas grand-chose. les gens sont... Hey, on a des amis à Gatineau, fais attention. Ah oui. On va penser qu'on est montréalo-centriste. Non, parce que moi, j'ai des amis de Gatineau qui suivent le fabuleux site Facebook Caméra de nuit. Ah oui? Oui, et Caméra de nuit, tu peux tout avoir les potins des Gatineau. Ah, c'est bien cool. Oui, c'est très cool, honnêtement. C'est vraiment le fun. C'est comme un Spotted, mais ouais, un Spotted, plus professionnel. Oui, puis je sais pas c'est de qui, là, mais la personne, elle va vraiment sur place là, voir les événements, c'est vraiment le fun. C'est un peu voyeur, mais c'est le fun. Ah, il y avait un film en plus... Je pense que c'est Nightcrawler, ça s'appelait. Je me rappelle plus c'est quoi, en tout cas. C'est une espèce de gars comme ça, là, de paparazzi / journaliste. Là. Je sais pas trop quoi. Il courait toutes les affaires de nuit comme ça. Là. Ah oui? Ouais. Non, mais c'est ça. Ah, cette personne-là a fait ça c'est dans ça la qu'il vie. fait puis qui gagne sa vie avec, tant mieux. Ben oui, c'est super le fun. Et là, attention, le lendemain 25 novembre, un article du Journal de Montréal titre comme suit: branle-bas de combat pour un enlèvement à Gatineau, une blague de très mauvais goût en cause. Oh non. Oui, ben tant mieux. Ouais, ben oui. Non, c'est vrai. pas fait kidnapper pour de vrai. T'as bien raison. L'article raconte que les 4 jeunes gens de Gatineau, donc 3 hommes et une femme, âgés de 16 à 19 ans, voulaient causer une bonne frousse à l'un de leurs amis vendredi soir, puis ils l'ont accosté dans la rue, puis ils ont mis la victime dans la coffre arrière de la voiture. Ils ont pris la fuite. C'est des informations du public qui ont permis de retracer les jeunes gens le matin même. Et là, malheureusement, ils pourraient être accusés d'avoir inutilement déclenché une enquête policière. C'est comme pas de leur faute. Ouais, mais effectivement. Ils pourraient être accusés, c'est ça, d'avoir déclenché une enquête policière et aussi d'avoir ils pourraient avoir un constat d'infraction parce qu'ils ont roulé avec quelqu'un dans leur valise d'auto. Donc ça, t'as vraiment pas le droit de faire ça si jamais ça te tentait. Effectivement. Tu sais, là, quand on faisait ça pour pas payer au cinépark. Au cinépark, oui, ouais. T'as pas le droit. Ouais, on faisait pas très très loin. Oui. C'est pas comme si tu partais de Montréal, allais à Saint-Eustache dans la valise. Là. Mais t'as pas le droit. Non, je sais que t'as pas le droit. T'imagines la station-service qu'il y a au coin du cinépark? Combien de personnes qui ont vu voir sortir du siège puis embarquer dans la valise? Oui, embarquer dans la valise, dans ces caméras de sécurité au Petro-Canada au coin de la rue. Ouais. Une tonne. J'achète des chips puis je mets mon chum dans la valise de char. J'avoue. Petit arrêt.
Est-ce que tu peux rentrer à partir du ban en arrière? Ah, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, tu peux faire ça. Ouais. Mais tu fais ça old school. L'agent Kenney, relationniste au service de la police de la ville de Gatineau, parle de l'impact de cette blague sur la communauté. Et bien que le SPVG ait déployé des ressources considérables inutilement pour résoudre l'affaire, il dit, c'est super drôle parce qu'il dit, c'est la première fois que ça arrive. C'est la première fois. C'est jamais arrivé. Ouais. Donc, espérons que les petits comiques ont eu une bonne leçon. Il y a comme une partie de moi qui trouve ça très drôle, mais je comprends. Si je marchais dans la rue et que j'ai 3 de mes copains et copines qui arrivent pour me mettre dans leur valise de char, j'aurais pas trouvé ça super génial. Ouais. Mais j'avoue que c'est plus... ouais, c'est pas génial pour la personne, mais tu sais, ça peut être drôle, effectivement. C'est un peu drôle. Mais tu sais, c'est vraiment... Tu te promènes sur la rue, puis là, tu vois quelqu'un se faire embarquer de même, tu fais comme « Oh, fuck ». Oui, c'est exactement ça. Les gens ont vraiment cru à un enlèvement de la mafia ou un règlement de compte ou de gang. Oui, donc... Honnêtement, tu dois appeler la police, faire comme « Ah, j'ai un tuyau, mais je veux rester anonyme. » Oui. Tu sais pas... Ben, le pire, c'est que tu dis ça. Oui, excusez-moi, c'est pas une blague. Je promenais mon chien et là, il y avait quelqu'un qui se promenait sur la rue et là, il y a 4 gars qui sont arrivés puis ils l'ont pris, ils l'ont embarqué dans... Tu sais, tu comprends? Ouais, ça fait tellement film américain. Je sais pas si tu vas te faire croire. Non, c'est ça, exactement. Et voilà, c'était mon champion de la semaine. Super champion. Oui, et toujours sous le thème du kidnapping, Nicolas. Ouais. Tu nous parles de quoi? C'est à mon tour de vous parler de mon histoire. Vas-y, je t'écoute. Donc, je te parle... aujourd'hui, c'est une des histoires les plus fascinantes et troublantes de l'histoire américaine récente. Puis par récente, je mets ça en guillemets, là. Ça s'est quand même passé dans les années 70. OK. C'est l'enlèvement de Patricia Patty Hearst. Patricia Patty Hearst. Patty Hearst. Patty Hearst. Patricia, son vrai nom, là, mais on l'appelle Patty, puis tout le monde l'appelle Patty. C'est qui, elle? Patty Hearst. En fait, Patty est issue d'une famille de magnats des médias. Okay? Ah. C'est la petite fille de William Randolph Hearst, qui est un homme d'affaires et politicien américain qui avait beaucoup de journaux, des postes de télé. C'est un milliardaire aujourd'hui. Il était millionnaire probablement dans le temps, là, mais c'est l'équivalent d'un milliardaire aujourd'hui, là, genre ceux qui ont... Power Corporation. Ouais, c'est ça. Ouais. Exact. Fait cocasse, William Randolph Hearst, donc son grand-père, en fait, c'est la personne qui est l'inspiration pour le personnage de Charles Foster Kane dans le célèbre film Citizen Kane. Ah, OK, d'accord. Ouais. Et fait cocasse dans un fait cocasse. Puis là, j'emprunte la technique de Charles Beauchesne, là, qui fait des détails dark dans un détail dark. William Hearst, dans le fond, qui a été l'inspiration pour le film Citizen Kane, semblait pas trop être ravi d'avoir été utilisé ou être un peu comme l'image de ce film-là. Ah non? Puis vu qu'il contrôlait les journaux, les magazines, plusieurs postes de télévision, il s'était assuré que dans tout ce qui lui appartenait, on ne parlait pas du film. Donc, il contrôlait un peu les médias. Il a censuré le film. Ouais, pendant que tous les autres journaux donnaient 5 étoiles au film. Et puis, si quelqu'un est cinéaste là, dans le public qui nous écoute, c'est un des films les plus marquants là, de l'histoire du cinéma. Puis c'est encore, d'ailleurs, il y avait un sondage cette année auprès des plus grands acteurs et réalisateurs d'Hollywood. Puis à chaque année ou à chaque 2, 3 années, là, ils font des sondages pour dire quel film est le plus vous a le plus influencé, puis qui est le plus marquant. Puis Citizen Kane sort numéro 1 depuis quasiment tout le temps. Là. Wow, OK. Ouais. On va revenir à nos moutons. Donc, Patty Hearst est devenu tristement célèbre dans les années 70 parce que, après le gros magnat, son grand-père, le reste de la famille n'était pas nécessairement, des... Non, c'est ça. Elle n'était pas connue du public. Non, c'est ça. Okay. Pas plus que le fait que, c'était la petite fille. Ouais. C'est ça. Mais elle est devenue tristement célèbre dans les années 70, non seulement en tant que victime de l'enlèvement que je vais vous parler, mais aussi son implication apparente dans les activités criminelles de ses ravisseurs. OK. Donc, c'est aujourd'hui, on utilise encore son cas quand on parle de syndrome de Stockholm. 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 Mais est-ce que, donc,
pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, le syndrome de Stockholm. Oui, ben j'en parlais un petit peu à la fin, mais je peux skipper tout de suite. Dans le fond, c'est le syndrome de Stockholm. C'est un phénomène psychologique où une victime d'enlèvement ou de séquestration va développer des sentiments de sympathie ou de loyauté ou même d'affection envers son ou ses ravisseurs. Mm-hmm. Ça peut sembler contre-intuitif là, quand on parle de ça, mais souvent, on s'attend à ce que les victimes vont éprouver de la peur ou de la haine ou de l'hostilité. Mais dans le fond, c'est quelque chose qui, au fur et à mesure que tu te fais, dans le fond, soit de la torture psychologique ou juste le fait de se faire occuper de soi ou peu importe, ou en étant dans une période de stress comme ça, ben, tu finis par un peu te lier d'amitié ou avec le ravisseur. T'sais. Oui, parce que c'est je suis zéro psychologue, mais c'est un genre de mécanisme de défense de dire, des fois, ton ravisseur, c'est le seul humain que tu vois. Des fois, c'est le seul humain avec qui tu as une relation proche durant ta détention. Oui, c'est ça, qui peut durer longtemps. Qui peut durer longtemps sur une longue période. Donc, tu en viens à tenter de développer une relation le plus harmonieuse possible. Puis en faisant ça, ben c'est ça, tu développes une relation, donc tu finis par éprouver, c'est ça, de l'affection ou du respect. Oui, exact. C'est ça. Donc oui, c'est un syndrome assez spécial. Oui, ça, ils disent, c'est quelque chose qui est assez complexe, puis ça se produit pas dans toutes les situations non plus d'enlèvement ou de séquestration. Puis ça dépend beaucoup de la réaction des individus. Oui. Qui peuvent varier beaucoup là, selon différents facteurs là, comme leur personnalité, leur histoire ou des circonstances aussi de leur captivité. Ben merci beaucoup, Dr. Nicolas. Ça fait plaisir, psychologue. Donc, 4 février 1974. OK. Ça marque un point tournant dans la vie de Patty Hearst. C'est à l'âge de 19 ans. Alors étudiante à l'Université de Californie à Berkeley, et durant qu'elle et son fiancé, semble-t-il, écoutaient un épisode en rediffusion de Mission Impossible, celui avec Peter Graves et Martin Landau. D'accord. Pas les nouveaux avec Tom Cruise. Ben non, on est en 74. Ben c'est ça. C'est ça, yo. C'était important, je trouve, de le mentionner. Même moi, je sais ça. Elle va être brutalement enlevée, donc on va arrêter de rire. Oui, brutalement enlevée de son appartement par un groupe composé d'hommes et de femmes qui sont entrés chez elle, fusil à la main. Ils vont avoir pris soin au passage de tabasser son fiancé pour finalement la jeter dans le coffre d'auto et de déguerpir au PC. Et ce qui en suivi est une saga médiatique et judiciaire qui a captivé et divisé l'opinion publique américaine. OK. Donc, c'est rare, ça, que ça arrive, l'opinion publique américaine est divisée. Ouais. C'est pas... non, les autres, très, très rare. Ouais. Ils sont tout le temps tous d'accord. Donc, puisque la victime est quand même d'un certain statut social, hein, on sait, ça va pas prendre de temps au FBI pour mettre leurs meilleurs hommes sur le dossier. Oui, puis il y a un témoin. Aussi, qui s'est fait tabasser. Oui, exact. Ouais. Et rapidement, ils vont identifier le groupe responsable de l'enlèvement. Puis là, je dis peut-être que c'est à cause que le FBI est plein de talent ou peut-être aussi parce que le groupe va revendiquer, dans le fond, l'événement. Bon, ben c'est clair, c'est eux autres. Donc, les ravisseurs font partie d'un groupe radical armé nommé l'Armée de libération Symbionnaise, ou en anglais, SLA. Ben, abréviation en anglais, c'est SLA, que je vais nommer SLA à partir de maintenant. Symbionnaise, j'ai cherché rapidement, là, puis c'est juste rapport avec c'est un autre terme pour dire, dans le fond, symbiose. Là. OK. Puis ça va un peu avec leur message. Là, fait que le regroupement, c'est comme un regroupement de personnes de différentes entités formant un groupe homogène et harmonieux. OK. Mais le SLA comme tel, c'est un groupe qui a été fondé en 1973 par un criminel qui s'était évadé de prison qui s'appelle Donald DeFreeze. C'est un groupe révolutionnaire de gauche qui était influencé principalement par des idéologies marxistes et maoïstes. OK. Le SLA était connu pour des tactiques extrêmes, notamment des enlèvements, des braquages de banques et même des assassinats. Donc, elle a été visée parce que c'est la petite fille d'un magnat de droite capitaliste qui fait de l'argent, qui a tous les médias. Exactement. C'est ça. Elle a vraiment été visée pour ça. Là. Oui, parce qu'elle savait que ça allait faire du bruit.
Ça allait faire du bruit, puis c'est contre leurs idéaux. Oui, c'est aussi. ça. Ouais. Puis leur but, c'est ça, c'est de créer du chaos. Dans le fond, d'inciter une espèce de guerre civile là, contre le capitalisme. Ils appellent ça le gouvernement américain, le capitalist state. Fait que c'est vraiment genre le capitalisme. Et bien qu'il soit relativement petit, le groupe constitué d'hommes et de femmes d'origine et de statuts sociaux complètement différents a réussi à attirer l'attention nationale grâce à justement l'enlèvement de Patty Hearst. Oui, ça doit, mon Dieu, ça doit avoir fait tout un battage. Ouais. Quand même, là, durant les semaines à suivre, justement, là, il faisait la une des journaux, puis les... Ah, les semaines, mon Dieu, je ne vais pas spoiler, mais c'est quelque on va spoiler assez rapidement. OK, vas-y. Donc, au cœur de cette tourmente se trouvait justement Patty Hearst. Selon le témoignage qu'elle a fait en cours, après tous les déboires, donc spoiler, justement, dans les semaines suivant son enlèvement, elle aurait subi de la torture autant physique que psychologique, et principalement de la part du chef là, de Freeze. Elle aurait passé des semaines dans un garde-robe, les mains liées et un bandeau sur les yeux. Elle avait le droit de sortir que pour manger et probablement aller aux toilettes. Et durant les premiers jours, de Freeze l'aurait également menacé de mort à plusieurs reprises pour essayer de jouer dans sa tête. Puis, petit à petit, de Freeze va permettre à Patty de sortir du garde-robe pour participer aux discussions politiques du groupe. OK. De comment t'as dit? De Freeze. De Freeze, ça, c'est le criminel, là. C'est le chef. Qui a fondé en 73. Exact. OK, parfait. Il s'appelle... Donald de Freeze. Donald de Freeze. Ouais. Et là, lui, non seulement il a fondé le groupe, mais il participe activement à l'enlèvement. Parce que tu sais, des fois, il aurait pu avoir fondé le groupe puis pas... Ah non, c'est un membre actif du SLA. OK, il a organisé l'enlèvement et il prend part. OK. Ouais. Fait que petit à petit, il va y permettre de sortir, malheureusement, de sa séquestration pour prendre part aux discussions politiques. Ouais. Ben écoute, pour sortir d'un garde-robe, il n'y a pas de trouble. Moi, je serais prête à parler de politique. J'avoue que peut-être ça va y changer les idées. Oui. Mais tu sais, c'est durant les semaines, là, mais tu sais, c'est quelques jours, dans le fond, enfermés après ça, tu sais. Mais on va voir, là, avec les différentes dates, là, on va bien comprendre. Donc, petit à petit, elle va sortir du garde-robe pour participer justement aux discussions qui ont le groupe ensemble, tu sais, sur le capitalisme, c'est mauvais, puis c'est ça. Éventuellement, il va lui donner aussi du matériel à lire, dont probablement leur manifeste. Là, il avait écrit un manifeste. Puis une lampe de poche pour s'occuper quand elle va être dans le garde-robe enfermé pour passer ses journées à lire du matériel de propagande de son groupe. Mais il y a comme une forme d'éducation. Ouais, exact, c'est ça. Ouais. De Freeze leur a informé aussi que lui et les autres chefs, ou les autres membres du groupe, étaient en train de débattre de son sort. Donc, il aurait donné ils sont en train de réfléchir à deux possibilités pour Patty. Un, la tuer, ou deux, qu'elle rejoigne la cause du SLA. Hey, c'est sûr que ça te joue dans la tête. Mais là, est-ce qu'il y a une demande de rançon? C'est ça, je vais tout t'expliquer ça. OK. Ouais. C'est comme le témoignage que Patty a fait en cours après tout qu'est-ce qui s'est passé. Ça, en ce moment, c'est qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est qu'est-ce qu'elle dit qui s'est passé. Parce qu'à part son témoignage, on n'a pas le témoignage de personne. Ah, OK, parfait. Vas-y. Spoiler. Je t'écoute. The Freeze leur a avisé de faire le bon choix après, quand ils vont venir lui poser la question officiellement. Oh, est-ce que t'as mieux mourir ou joindre notre cause? Wow! Fait qu'il fallait qu'elle choisisse. Ouais. Mais là, mon Dieu, je serais prête à me convertir. N'importe quelle religion, moi. Ouais. Là, on va être rendu en avril. OK. Donc, à peu près 2 mois après son enlèvement. My God! Ouais. Et Patty va se faire demander la grande question. Et c'est pas voudrais-tu m'épouser? No. C'est que préfères-tu dans le fond entre la mort ou rejoindre le groupe? Lorsque Patty va accepter de joindre la cause du SLA, on va finalement lui permettre de reprendre un semblant de liberté. Ils vont arrêter de l'enfermer dans le garde-robe, vont enlever ses menottes puis son bandeau, puis vont faire comme bienvenue. Mon Dieu, il y a des initiations Ouais, moins pires ça. que ça dans la vie, là. J'en ai vu, hein. Ouais. Ils n'ont pas pensé 2 secondes qu'elle allait dire oui pour mieux s'enfuir. Mais tu sais, ça aurait pu, là. Peut-être. OK, vas-y.
Mais bref. Par la suite, le SLA va continuer de la former justement sur les positions du SLA. Vont aussi lui donner de l'entraînement, dans le fond, de maniement des armes et de tir. Wow. Fait qu'ils vont l'entraîner là-dedans. En même temps que The Freeze était occupé à justement jouer le bourreau, lui et le reste du SLA auraient fait des demandes contre la libération de Patty Hearst. Fait que pendant que tout ça se passait, de la vision de Patty, elle ne savait pas, mais pendant ce temps-là, The Freeze demandait des affaires contre la libération de Patty. OK. Premièrement, il voulait que la famille Hearst distribue aux familles pauvres de la Californie l'équivalent d'environ 70 millions en nourriture pour les familles pauvres. En réponse à cette demande un peu trop exagérée, le patriarche de la famille, donc le père, le grand-père était déjà mort. Fait que le père de la famille aurait organisé un projet afin de donner en don l'équivalent de 2 millions en nourriture qui serait immédiatement fourni. Fait que rapidement, ils ont fait comme OK, on va faire ça. Ils ont déployé des effectifs pour aller comme donner de la nourriture aux familles pauvres des environs. Puis 2 millions en 70, c'est beaucoup, là? C'était probablement beaucoup, beaucoup de nourriture. Ouais. Mais lorsque la distribution va tourner au chaos, ben oui. parce que le monde, il paraît que ça se battait, ça s'est racheté des affaires, puis en tout cas, c'était un peu le bordel. Ben si c'est des gens pauvres, c'est comme je dis tout le temps, moi, si ma fille crevait de faim, moi aussi, je me battrais pour la nourrir. Ben oui. Fait que c'est ça qui arrive, c'est que des fois, on regarde des gens pauvres, fait comme, oh mon Dieu, on met pas de classe. Non. La faim, la peur, l'isolement, ça fait faire des choses terribles à l'homme. Il ne faut jamais oublier ça. Fait que c'est ça. Oui, ça devait créer un pas pire chaos. Ouais. Tu débarques avec un camion puis tu goroches. Je vous rappelle que les gens sont battus pour du papier de toilette durant la pandémie. C'est vrai, hein? Juste vous dire que oui, si c'était pour manger, je peux même pas imaginer ce qui serait passé. Je sais pas pourquoi le monde, il faisait leur pain, il fallait que tu fasses ton papier de toilette, c'était bien plus efficace. Vraiment, oui. Bref. Fait que là, quand il y a eu le chaos, qu'est-ce qu'ils ont décidé? En fait, le SLA a dit nice try, puis ils ont décidé de changer, dans le fond, d'idée. Donc, le SLA en avait eu assez, puis ils ont laissé tomber, dans le fond, les demandes et les possibilités, dans le fond, de relâcher Patty. Mais, tu sais, si on fait un peu les événements tout en même temps, c'est probablement tombé en même temps où ce qu'ils ont dit, Patty, tu sais, viens avec nous, puis elle a dit oui. Fait que maintenant, ils ont fait comme, gars, laisse donc faire ton 2 millions, je vais garder Patty, tu sais. Ouais, je comprends. Dans le fond, c'est ça. OK. Parce que dans le fond, rallier des gens à leur cause, ça vaut plus que la distribution de nourriture en une fois, puis après ça, c'est fini. Là. Ben oui, effectivement. Le but aussi, c'est de faire parler d'eux autres. Là. Fait que là, s'ils ont réussi à tourner elles de leur côté, ben c'est une bonne affaire. Oui. Nouveau chapitre dans mon histoire. J'ai appelé ça les 5 cassettes. OK. OK? Pas les 5 cassettes, mais les 5 cassettes. Oh, les 5 VHS, mettons. Ouais, je sais pas si c'était des VHS ou des cassettes audio. Okay. Je vais pas checker, mais bref. Je suis tombé sur Internet, dans le fond, sur le transcript en mots, là, dans le fond, de 5 enregistrements que le SLA avait envoyés en utilisant Patty comme messager. Dans le fond, c'était elle qui lisait un texte ou whatever. Oui. Durant son kidnapping. C'est pas un manifeste, c'est vraiment comme des messages qu'il envoyait, mais soit qu'il la filmait, des VHS en 74, je suis pas sûr. Là. Pas sûr, non. Je veux pas dire n'importe quoi, mais probablement des cassettes audio. Oui. Mais c'était Patty qui lisait, fait qu'en même temps, ça faisait comme je suis correct, puis tout le kit. Mais bref, je vais t'énumérer les différents, puis j'ai fait des petits résumés rapides de qu'est-ce que chacune disait, OK? Donc, la première cassette est envoyée le jour 9 de son enlèvement. D'accord. OK? Sur la cassette, elle va dire que tout va bien. Elle a été enlevée par des extrémistes armés, mais qui ne sont pas des fous furieux. Elle dit qu'ils sont honnêtes avec elle et s'occupent bien d'elle. Elle désire quitter pour l'instant, mais qu'eux, ils ne veulent pas la laisser partir. D'accord. Premier message au jour 9. Jour 9. Parfait. Deuxième message, jour 13. OK. Okay. Elle dit être maintenant une prisonnière de guerre. Elle est traitée selon les codes de loi internationaux, là, genre la Genève ou je sais pas trop quoi. Là. Oui, il faut qu'elle mange, qu'elle boive. C'est ça, sur les prisonniers de guerre. C'est ça, oui. Ouais. Va dire, oui, elle dit à ses parents de ne pas croire. Elle dit à ses parents de ne pas croire les rumeurs qu'elle est maltraitée. Fait que sûrement que les médias doivent dire que ça va pas bien. Whatever. Elle va dire que le SLA veut faire d'elle un exemple. OK. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de s'inquiéter car le SLA est très sérieux et ils font attention à elle pour son retour sain et sauf.
parce qu'ils veulent utiliser elle comme exemple. D'accord. Pas dans le sens de genre on va la tuer, c'est un exemple, dans le sens de regardez, on est raisonnable, on a des demandes, mais on n'est pas des tout croche. Oui, puis des fous furieux, donc c'est ça. Exact. Donc ça, c'est jour 13. OK. Jour 34. Elle dit avoir eu vent du désastre que son père a fait avec la demande du SLA en parlant du don de nourriture Qui a viré au chaos. Qu'on virait au chaos qu'on vient de parler. Elle va chicaner son père car il aurait annoncé dans les médias que ce qui était arrivé était hors de son contrôle. Mais selon elle, son père essaie de s'en laver les mains dans le fond puis qu'il aurait pu faire mieux. Oh, fait que tu vois, ça commence à changer. Exact. On est toujours 34. Et là, on va être le 3 avril 1974. Le FBI va recevoir la 4e cassette enregistrée provenant de Patty au jour 59 de son enlèvement. OK. Elle va faire un long discours, puis là, je l'ai pas tout transcrit, là. Elle va faire un long discours sur comment les gens sont opprimés par les corporations, que les hommes, les femmes et les enfants seront assassinés par les riches, que la crise énergétique que traverse l'Amérique n'est qu'une façade pour permettre aux riches politiciens de construire des centrales nucléaires puis d'avancer leur agenda politique. Pauvre Paddy, attends à l'heure, tu vas capoter. Ouais. Bref, on voit qu'elle est vraiment comme rentrée dedans. Elle va terminer son message en disant qu'on lui avait donné un choix, que le SLA lui avait donné un choix, soit d'être relâché saine et sauve dans un endroit sécuritaire, isolé pour pas qu'on sache son où, mais relâché en sécurité et qu'elle puisse retourner à sa vie habituelle, ou la deuxième option de rester et se battre avec ses camarades pour les gens opprimés. Puis elle va dire qu'elle a pris le deuxième choix. Fait qu'on voit tout de suite que quand elle a fait son message, en tout cas, elle dit que c'est plus genre soit que tu meurs ou soit que tu nous joins, c'est elle préfère rester avec eux qu'être libérée. Puis de vivre dans le mensonge du capitaliste et ouais, de participer à cette mascarade. Et fait que là, elle est vraiment sympathisante à la cause. Endoctrinée. Ouais. Puis elle va dire maintenant aussi qu'elle s'appelle Tanya. Oh. Donc, elle va changer de nom. Son nom de membre du SLA, ça va être Tanya. C'est ça, je la disais. Paddy, je trouve que ça fait très, très, très de droite. Oui, Tanya, c'est un nom de gauche. Ah ouais? Oui, c'est comme ça. Ouais, elle va dire justement en l'honneur de la camarade de Che Guevara qui aurait été nommée Heidi Tamara Bonki Bider, mais bref, c'est la compagne, ou en tout cas une camarade de Che Guevara quand il s'est battu en Bolivie. OK, fait qu'en son honneur, elle s'est renommée Tanya. Exact. Ben, et là. Ouais. Puis là, j'avais parlé de 5 cassettes, mais je vais vous parler de la dernière cassette plus tard. Ben oui. Là, t'es rendu à 4, Nicolas. Oui, j'étais à 4. Fait que là, tu nous laisses un teaser pour la 5e cassette. C'est ça. Ça s'en vient. D'accord. Là, mon prochain chapitre s'appelle Tanya la mitraille. T'es bon, t'as fait des jokes pareils. Pas si pire. C'est pas déplacé. Non, Tanya la mitraille, c'est hot. C'est pas trop dark là, comme cas. Là. Non. À date, non. Non, c'est ça. Quand il y a une bombe, tout le monde est mort. Ouais, c'est ça. Le monde, ils se promenaient avec leurs bras. Oui, c'est ça. Dans la main. OK, 2 semaines après son communiqué, après la cassette numéro 4. Yes. Patty, maintenant nommée Tanya, et son nouveau camarade de Freeze, son meilleur ami. Ils sont-ils des amoureux? Ben là, non. Je pense pas. Ils sont pas des amoureux? Non, c'est pas des amoureux. Me semble que du combat, là, me semble que ça fait sortir les phéromones. Me semble que si on combattait là, dans la trachée, toi puis moi, là... Peut-être. OK, vas-y. Fait que, mais c'est pas une histoire romantique. Non. Ah! Non. Je suis déçue. Il manque ça dans ton histoire. Il manque ça? Il manque d'amour. Je fais une référence à Bonnie and Clyde plus tard. OK, vas-y. Bref, Tanya et The Freeze, maintenant nommée Tanya et The Freeze, vont entrer à la Hibernia Bank de San Francisco, mitraillette à la main. Bon matin. Ouais, à 10h de matin en plus. Ah oui? Tanya va s'empresser de crier, tel dans un film de Tarantino, « I am Tanya, up against the wall, motherfuckers ». Ah, c'est comme hot, genre. En pointant son fusil sur tout le monde. Durant le vol, par exemple, il y aurait eu 2 clients qui seraient rentrés dans la banque durant... Puis les 2 se seraient fait tirer par les membres du SLA qui étaient là. Tanya et le reste de la bande vont réussir à s'enfuir avec l'argent, environ 10 000 $ en poche. OK. Le 16 mai, 2 autres membres du SLA,
William et sa femme Emily. C'est les Harris, en tout cas, c'est un couple. OK. Un couple de mariés. Sont partis faire des emplettes dans un magasin de sport à Inglewood, en Californie. OK. Pardon. Pendant qu'Emily paie au comptoir les achats, son mari, William, va tenter de voler des munitions, ou en tout cas une ceinture là, de munitions, je ne sais pas trop quoi. Okay. Le propriétaire du magasin va tout voir et va demander à un des employés de suivre le couple en sortant. Ce qui s'ensuit est une escarmouche entre l'employé et William. Okay? William, dans la bataille, va tenter de sortir son arme. L'employé va réussir à comme le cogner puis faire perdre son arme. Et là, juste William et Emily, c'est des membres du SLA. Oui, c'est ça, c'est des sympathisants à la cause. Oui, c'est ça. C'est des membres. William est en fait un autre membre fondateur avec The Freeze. Ouais. Donc, escarmouche entre l'employé du magasin et William du SLA. Oui. À l'extérieur du magasin, à côté de la vanne où ce que Patty était et surveillait, dans le fond, à l'extérieur, les deux qui étaient partis au magasin. Oh! Là, je dis Patty, mais c'est Tanya. Ben oui. Donc, Tanya va sortir du van, encore mitraillette à la main. Il va commencer à décharger toute son arme sur le magasin. My God, ouais. Tanya. Et finalement, Tanya et le couple vont réussir à s'enfuir avec la vanne. OK. La vanne va être plus tard abandonnée, puis retrouvée par le FBI. Après les inspections, le FBI va trouver à l'intérieur de la vanne un ticket de parking. Et sur le ticket de parking, il y avait une adresse. Et après d'autres recherches, le FBI vont découvrir finalement que l'adresse serait le QG où se trouve le SLA. OK. Donc, le lendemain, le FBI et la police de Los Angeles vont entourer la maison du SLA. Selon les témoins, il y aurait plus de 400 policiers qui étaient présents. Ouais. Ben, ils n'ont pas l'air des enfants de cœur, le SLA. Non, c'est un peu normal qu'ils soient une méchante gang. Ouais. Le chef du SWAT va annoncer au porte-voix « Occupant du 1466 50e rue Est, ceci est la police de Los Angeles, sortez les mains en l'air. » Après un petit moment, c'est pas personne qui avait sorti, mais finalement, il y a un vieil homme et un jeune garçon qui vont sortir. Bon. Le vieil homme va dire à la police qu'il n'y a personne à l'intérieur, là, qu'ils sont trompés de maison, mais le jeune homme, finalement, va faire comme « Non, c'est pas vrai, il ment, il y a plusieurs personnes armées à l'intérieur. » Oh, quel âge le... Ah, j'ai pas l'âge. Là. Mais c'était-tu un adulte ou... Le jeune? Ouais, non, c'était un enfant. Oh my God! Ouais. Qui était... Mais j'ai sauté des détails parce que c'était long, là, mais le SLA avait comme squatté l'appartement de d'autres personnes. Il y en a qui ne connaissaient même pas. Puis il y avait d'autres familles dans l'appartement. C'est un building d'appartements. Fait qu'il y avait d'autres personnes aussi qui restaient là. Bref. Finalement, au moins, il y avait le bon endroit. Oui. Donc, après plusieurs autres tentatives de faire sortir le monde de la maison, le SWAT va finalement envoyer des bombes fumigènes. Des grenades fumigènes dans la maison pour tenter de faire sortir le monde. Et il s'ensuit une fusillade digne de Bonnie and Clyde. Oh my God, pour vrai? Mais là, t'as 400 policiers qui tirent dans le tas. Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai mis un petit aparté en disant... Ça paraît que j'écoute les pires moments de l'histoire, là, parce que avec mon affaire de détails dark, puis là, c'est parce qu'il y avait un épisode sur Bonnie and Clyde, là, puis ça finit un peu comme ça, là, en fusillade, genre entre la police puis le gang. Mais finalement, c'est ça. Fait, bref, le SLA va tirer sur la police à coups de mitraillette automatique à partir de l'appartement. La police, le FBI, le SWAT, les shérifs et il y avait aussi, je pense, de la police de Highway Patrol, genre, en tout cas, puis même des pompiers. Là, il y avait vraiment comme beaucoup de monde. N'importe qui, dans le fond, qui avait un pistolet va se mettre à tirer sur le building. Oui, c'est... Ouais. Après un certain temps, le SLA va renchérir en lançant des grenades faites à la main sur la police à l'extérieur. Puis la police va répliquer en lançant des fumigènes de plus et des bombes lacrymogènes et n'importe quoi qu'il y avait sous la main à l'intérieur du building. Puis il me semble que c'est beaucoup plus efficace entourer une place et tirer dans le milieu que être dans le milieu puis tirer aux alentours. Ah oui, tout à fait. Tu n'as aucune chance. Là. Non, c'est ça. T'es encerclé. Si t'es dans la maison, t'as beau essayer de neutraliser 400 policiers autour de toi, t'en viendras jamais à bout. Là. C'est vraiment toi contre le monde entier. Oui. Là. Je veux dire, partout, 360 degrés alentour de toi, c'est
c'est tout ton ennemi, là. Oui. T'es tout seul dans ton petite affaire. Tandis que les autres font juste viser la maison. Puis ouais, c'est ça. Ben, tu sais, même dans le Moyen-Âge, là, je veux dire, c'était des sièges, là. Oui. Tu sais, ils siégeaient une ville, ils l'entouraient, puis ils faisaient comme, ben, on va rester ici jusqu'à temps que tu meurs. Tu sais, moi, j'ai des champs, moi, j'ai tout, puis toi, t'as rien. Ben on va juste attendre que tu fasses comme, OK, là, c'est beau, j'en ai assez. On va sortir. Mais bref, après 2 heures de fusillade, la maison va finalement prendre en feu. Comme ça. Ben, à un moment donné. Ouais, c'est ça. À force de pitcher des grenades puis de tirer partout, c'est sûr. Il y a quelque chose qui pogne en feu un moment donné. C'est à ce moment-là qu'il y a 2 femmes qui vont sortir de la maison, une par en avant, une par en arrière. Plus tard, on va découvrir qu'elle n'avait aucune affiliation avec le SLA, qu'elle avait juste été là par hasard. Il avait fait le party la veille, s'était endormi sous mort, puis s'était réveillé en plein milieu de la fusillade. Ben c'est ça, là. S'ils squattaient des appartements puis qu'il y avait un vieillard puis un jeune garçon, les policiers sont pas barrés d'avoir tiré sur des gens possiblement innocents. Là. Ils savaient pas... Ils se font tirer dessus. Ils se font tirer dessus. Donc, ils répliquent, mais il peut y avoir des pas pires dommages collatéraux. Ouais, effectivement. Finalement, la fusillade va se terminer lorsque tous les membres du SLA présents seront décédés. Certains sont morts à cause du feu, de la fumée, soit de la fumée. Hein. Fait que soit de la fumée à cause du feu ou soit de la fumée des grenades. Oui. Il y en a d'autres qui vont être morts par, ils appellent ça suicide by police. Là. Oui. Fait que il y en a qui sont sortis avec les fusils en tirant puis ils sont fait juste abattre. On va retrouver DeFreeze dans l'appartement qui se serait suicidé, tiré une balle lui-même dans la tête, probablement pour pas se faire capturer. Ça ressemble beaucoup à Waco. Ouais, aussi. Dans le sens qu'ils ont vraiment... Tu sais, Waco, il y avait... Si jamais vous pouvez écouter des documentaires sur Waco, qui était une secte, ils se sont fait entourer par les policiers, il y a eu un feu, plusieurs morts, une histoire tragique, là. On n'est pas à crime tonique, là. C'est vraiment poignant comme histoire. Mais oui, il y a eu des suicides à l'intérieur aussi, parce qu'ils croyaient tellement à leur cause qu'ils voulaient pas... ouais, c'est ça. Qu'ils voulaient pas céder. Il y a mieux mourir. Il y a mieux mourir, c'est ça, que céder. Puis avec un incendie, tes options sont limitées. Là. Non, c'est ça. Tu te fais tirer d'un bord ou tu te fais brûler de l'autre. Oui. Paddy, étais-tu dans la maison? Ben là, c'est ça. On va retrouver DeFreeze. Mais Tanya et les 2 autres membres, là, William et Emily... Ceux-là qui volent des magasins d'armement, ils sont pas là. Ils sont pas là, OK. Non, ils sont retrouvés nulle part. Donc, les trois fugitifs de leur bord vont continuer, dans le fond, leur cavale. Okay. Fait que eux autres, probablement parce qu'ils s'étaient fait poursuivre, justement, ou ils ont abandonné leur voiture, peut-être qu'ils voulaient pas risquer quoi que ce soit, fait qu'ils sont pas allés rejoindre les autres. Bon move. Ouais, bon move. Ben, pour pas mourir, là. Ouais, ils savaient pas, là, mais... Non, c'est ça. Mais, tu sais, apprenant après ça la mort de leurs camarades, tout ça, vont repartir en cavale, recruter quelques autres membres aussi additionnels à travers, les quelques semaines. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ils vont faire d'autres vols de banque aussi, là, pour essayer de se refaire des fonds oui. Pour la cause. Ils sont pas On riches. vole pour la cause. Oui. Durant ce temps, Tanya va envoyer au FBI la 5e cassette. Oh, 5e cassette. Ouais. Où est-ce qu'elle fait... Excuse-moi. Cassette number 5. Où est-ce qu'elle va faire l'éloge de ses camarades morts durant la fusillade, accusant les médias de salir ses amis décédés. Fait que, elle avait un petit affaire pour chacun, là. Elle faisait tout le temps rire avec, ses blagues, puis l'autre, elle avait comme la passion dans les yeux, puis, C'est un peu la crise d'adolescence la plus spectaculaire et tardive que la Terre ait connue. Tu sais, le papa, là, il travaille toute sa vie, il est riche à craquer, il fait des enfants, sa petite fille est élevée comme une princesse dans Watt, sûrement, ouais. là, tu sais, puis à un moment donné, il est comme « Non! Moi, dans le fond, j'ai toujours été de gauche! » Ouais. Là, lui, il écoute ses cassettes, puis il est comme « Seigneur, c'est bien compliqué, là. » Mais, ouais, puis elle avait un peu... Elle voulait un peu sortir de sa famille aussi, tu sais, de tout ça. Puis c'est pour ça que, tu sais, elle était comme à l'université, puis elle avait marié un espèce de professeur, je sais pas trop quoi, là, qui faisait de la psychologie, je pense, justement, ou quelque chose comme ça, là, tu sais, une espèce de brain, là, plutôt qu'un homme d'affaires, là, tu sais. Fait qu'elle était déjà un peu le mouton noir de la famille. Ouais, ou un peu marginal, marginal. Peu, mais comparativement à sa famille de plein de cash, là, c'était un peu... Ah, OK, c'est intéressant. Ouais.
Donc, durant son communiqué, c'est ça, va faire l'éloge de tous ses amis décédés. Va terminer son communiqué en disant qu'elle aussi est morte, dans le fond, dans l'incendie de la 54e rue. Mais que de ses cendres, elle renaît et maintenant, elle sait ce qu'elle doit faire. Fait qu'elle termine son communiqué comme ça. Tabarouette, être son père, je chierais dans mes shorts. Ouais. Puis bref, ça n'a pas duré super longtemps. Là. Le 18 septembre 1975, elle et les deux autres, plus les nouveaux membres qu'elle a pu recruter, vont finalement se faire arrêter, vont être capturés par le FBI et la police. Ah, OK, parfait. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps. Sans rien de spécial. Là. Ils sont juste fait pogner. D'accord. Ouais. Va s'ensuivre, dans le fond, le procès et la sentence de Patty Tanya Hearst. Oui. Après sa capture par le FBI en 75, fait quand même une bonne année, là, peut-être depuis son enlèvement. Là. Ouais. Ouais. Elle va faire face à un procès très médiatisé. Condamnée pour participation à un braquage de banque. Elle a été initialement condamnée à 7 ans de prison. OK, parce que c'était sous ces accusations-là, braquage de exact. banque. C'était pas participation à des activités terroristes, ça existait pas. Il y a eu plein d'affaires. Elle a eu de la prison pour le braquage parce que il l'avait vraiment sur caméra. Et c'est c'est la photo qu'on voit souvent de elle, oui. Avec la mitraillette. Ouais. Oui, parce que j'ai déjà vu, c'est ça, je suis tombée sur cette histoire-là, mais juste sur la photo, puis c'est ça, si on recherche, on Google son nom, on va voir sa photo avec la mitraillette. Oui, tout à fait. Ouais. C'est une espèce de petit béret. Elle est badass. Ouais, avec son petit béret. Ouais. J'avais juste vu cette photo-là. Je connaissais pas l'histoire, mais j'avais vu cette photo-là. Puis, tu sais, j'ai pas elle est trop élaborée là, sur la période du procès, mais ça a duré quand même assez longtemps. OK. Puis, il y avait toutes sortes ils ont passé à travers différents avocats, beaucoup de spécialistes, de psychologues, de tout ça, justement pour débattre du syndrome de Stockholm. Oui, à savoir, est-ce que c'est sa faute ou c'est pas sa faute? Ouais, c'est ça. Mais finalement, c'est ça, elle va écoper de 7 ans de prison. Parce que tout repose sur l'intention criminelle aussi, là. Ouais. Tu sais, est-ce qu'elle avait été forcée de faire ça? Tu sais, est-ce qu'elle aurait pu partir? Puis il y a des témoins aussi qui disaient, mettons, tu sais, dans le braquage de banque, ben, tu sais, elle était genre, je sais pas moi, 6 mètres derrière tout le monde quand il s'enfuyait. Tu sais, c'est comme si elle suivait, mais tu sais, il y a d'autres témoins qui disaient que c'était elle qui faisait des affaires. Fait que c'est un peu flou, tu sais. C'est ça, on sait pas si c'était une leader. Ouais. Mais, ou si elle essayait de sauver sa vie. Il reste qu'elle a eu l'occasion de s'enfuir, puis elle l'a pas faite. Oui. Et elle a recruté. Et une fois qu'elle s'est faite prendre, elle n'était pas repentie. Mais ça n'a pas pris de temps avant qu'elle revienne à un peu plus à la normale. OK. Ouais. Ben c'est ça, il y a un mécanisme de défense aussi. Ouais, c'est ça. Okay. Ben c'est ce que c'est le principe du syndrome de Stockholm. Tout à fait. Mais bon, 2 ans à peine après avoir commencé sa peine de prison, le président Jimmy Carter à l'époque, qui était probablement un ami de la famille, va la libérer finalement après avoir purgé, c'est ça, moins de 2 ans. OK. Fait que le président va libérer elle directement. Et plus tard, en 2001, le président Bill Clinton, à la fin de son mandat, oui. Ils font tout le temps ça, va lui faire accorder un pardon complet. Ils font tout le temps quoi? Ils font tout le temps pardonner. Ils ont tout le temps une espèce de temps où ils font comme tu sais, si je suis pour m'en aller, la dernière affaire qu'ils font avant, c'est de signer une liste avec tout du monde qui pardonne. Là. Oui, c'est vraiment ça qui arrive. Vous irez voir, là, allez creuser là-dessus, les présidents des États-Unis. Je sais pas si ça se fait ici ou j'ai aucune idée. Mais ici, ils ont probablement pas l'autorité de ça. Ben, c'est ça, mais je sais qu'aux États-Unis, la dernière journée du mandat, le président a la fâcheuse habitude de gracier beaucoup de gens. Ouais, parce qu'aux États-Unis, c'est pas seulement le président. Les États-Unis, c'est aussi le général en chef de l'armée. OK. Fait que probablement que c'est lui aussi qui a l'autorité de libérer des prisonniers. OK. Ce qu'ils n'ont probablement pas ici au Canada. Mais pourquoi Bill Clinton était déjà sorti? Oui, il était sorti, mais il a accordé un pardon complet. Oh wow, OK, donc, elle était sortie, mais probablement qu'elle avait un casier judiciaire qui l'empêchait de voyager. Là, oui, tout ça. Fait que là, il l'a pardonné complètement. Oh wow. Ouais, comme on dit, hein, friends in high places. Tout à fait. Il reste que ça faisait 25 ans. Ouais, c'est ça. Ces crimes, ça faisait 25 ans. Puis, tu sais, elle a fait plein de choses après, là, d'aider des victimes, de ci, de ça. Ouais, j'ai même noté qu'elle participe aujourd'hui, dernièrement, à des concours de chiens. Et son bulldog français, Toggy, aurait gagné en 2017 le titre de Best of Breed ou genre meilleur de sa race. Pour vrai? Oui, pour de vrai. Le meilleur bulldog français de l'univers, il appartient à Patty. Exact. Wow! Et voilà.
C'était ton histoire? C'était mon histoire. C'est très cool comme histoire. Merci. Mais bravo, j'adore ça. J'avais vu, c'est ça, l'image de Patty avec sa mitraillette. Je trouvais qu'elle était badass. Ouais. Mais je savais pas à quel point elle était endoctrinée. C'est vraiment intéressant. Quand même un cas historique aussi. Oui, c'est ça. J'aime ça, des cas historiques. Ouais. Good, c'est mon tour. Yes. Alors, je vais dire comme Camaro, let's do this, gangster. Donc, je commence par une petite introduction pour mon cas. Vous le savez, à Crime Tonic, d'habitude, on ne fait pas dans le très sanglant, mais ça n'empêche pas parfois de dénicher des histoires qui donnent froid dans le dos. Et j'aimerais ça vous avertir aujourd'hui que ma prochaine histoire, bien qu'il n'y a aucun mort, est assez dérangeante, puis elle est très enrageante. OK. Donc, il n'y a pas de mort, mais je crois qu'il y a des séquelles. Puis il faut... Mais... ma chaise fait bruit. Ouais. Il y a des séquelles, puis je pense que c'est intéressant. C'est une histoire intéressante qui mérite d'être entendue, puis qu'on peut apprendre de cette histoire-là. L'histoire d'aujourd'hui se déroule sur plusieurs décennies, mais le début se situe au matin du 16 avril 86 dans le quartier du Vernet à Laval. Donc, ceux qui disent qu'il se passe rien à Laval puis que Montréal, c'est bien dangereux, c'est pas vrai. Là, tu me diras qu'il faut que j'arrête de faire des jokes ou de rire. OK, oui, je vais te le dire. OK. Ben, pas mal là. Parce que ça, c'est drôle, Laval. Là. Oui. Mais là, ça suffit. Christian Hébert, 13 ans, quitte la résidence familiale qui est située au 2765 rue d'Osquet pour se rendre au Collège Laval à 7h15. Je suis allée voir. La maison existe encore. 2765 rue d'Osquet. Si vous habitez là, vous n'avez aucune idée. J'espère que vous n'avez pas payé cher. Je sais pas. Mais, ben, il s'est rien passé de criminel dans la maison. Ah, OK. C'est une belle petite maison dans un nouveau développement. Dans ce temps-là, c'est un nouveau développement en 86. Christian, 13 ans, est appréhendé par 2 individus qui le forcent à monter dans une camionnette. OK. Il est menotté au poing, plongé dans le noir avec une tuque qui lui cache la vue. À 8h35, la mère de Christian, que les médias appellent Madame Hébert parce que c'est une femme, fait qu'elle n'a pas de nom. Ah non, c'est ça. Parce que c'est la femme de Claude Hébert. Lui a un nom, elle non. Son nom de jeune fille? On ne sait pas. Non. Madame Hébert. Elle reçoit un appel téléphonique. L'homme, au bout du fil, lui révèle que son fils se trouve dans un panier à ordures de la station P9. OK? Là, elle a très peur. Et on lui dit aussi que le sac à dos de Christian a été abandonné près de la résidence familiale puis qu'elle peut aller vérifier tout de suite pour prouver que c'était pas une farce. Je vous le dis tout de suite, Christian, il est correct physiquement, il est pas mort, mais c'est ce qu'on lui dit après ma barre. OK. La mère est paniquée, elle comprend pas ce qui se passe, elle a peur pour son fils. Elle rejoint son mari, Claude Hébert, et devine quoi? Claude Hébert, son mari, il est lieutenant au poste 42 de la police de Montréal. Ils ont-tu fait ça à cause de... C'est dur à dire. Il y a des... Par après, on a dit que le jeune homme avait été... ciblé par hasard. D'autres fois, on a dit que c'était pas par hasard, que c'était une commande peut-être plus haut placée. Ça n'a jamais été éclairci. Toujours est-il que c'était un nouveau développement avec des maisons cossues dans ce temps-là. Désert aussi, le nouveau développement. Ah ouais, hein, j'avoue. Oui, donc c'était une bonne place pour faire un kidnapping et s'assurer que si on demandait une rançon, la famille avait les fonds. Ouais. Donc, Madame Hébert reçoit un deuxième appel des ravisseurs. Cette fois, on lui dit qu'une lettre a été laissée à son intention dans le panier à ordures de la station P9. Vraiment, là, il y avait une fixation sur le panier à ordures de la station P9. C'est quoi, il restait à côté de là? Il était capable de vérifier, genre, de regarder. Je vois qu'il y avait quelqu'un avec des jumelles. Oui, quelque chose du genre. À côté. La lettre est récupérée. On précise pas qui ira récupérer la lettre, là, mais c'est une demande de rançon de 30 000 OK. 30 000 pour avoir ton enfant. It sounds pas like beaucoup, a deal. Ouais, c'est ça. Même en 86, c'est pas énorme. C'est pas déraisonnable. Non, vraiment pas. Il y aura un troisième appel téléphonique qui donnera des indications pour la récupération d'une autre lettre. Et là, je vais te dire, là, les demandes de rançon sont dactylographiées et bourrées de fautes. OK? Je te lis des passages, là, mais allez voir ça. Ça ressemble à un texto des années 2020. Oui, c'est vraiment des gens peu instruits.
Nous avons enlevé votre fils, un petit garçon d'environ 9 ans. Pauvre Christian, il y en a 13. Qui reste au 2765 rue d'Osquet et qui va au collège Laval. Écoute bien ça, comment... Moi, j'aurais capoté recevoir une lettre comme ça. Parmi les hommes qui le surveillent en ce moment même, il y a un violeur qui a fait ses preuves plus d'une fois lorsque les parents ne voulaient pas exécuter les ordres donnés par notre patron. Ah, man. Ouais. Je vais en venir au fait. Le patron veut 30 000 $ si vous voulez revoir votre fils vivant. Un homme de la construction vous surveille de jour et de soir. C'est une personne qui vous surveillera de nuit, alors pas d'erreur. Comme vous constatez, nous sommes bien équipés en hommes et en matériel comme un détecteur, des émetteurs, une dactylo et des jumelles. Tout l'équipement nécessaire à un kidnapping. Exactement. Et là, tu sais, pour être sûr qu'ils ont des bonnes idées sur comment avoir le 30 000 $, la lettre continue. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez hypothéquer votre maison en 48 heures. Nous avons aussi l'expérience pour les mots passés discrètement à la caissière. Si vous voulez pas payer et revoir votre fils, n'y pensez pas. Dites-le nous, on ne perdra pas notre temps. On a 2 contrats en retard, alors faites ce qu'on vous dit dans le délai accordé par le patron, 48 heures exactement. Si la police a à s'en mêler directement ou pas, nous tuerons votre garçon avant. J'ai un homme qui aimerait bien se distraire. Ne jouez pas avec le feu, ça brûle. Ouais. C'est un peu Facebook style, là. 0 ponctuation, c'est bizarre, c'est mal écrit, et ça finit... Tu y crois quasiment plus. Oui. En fait, tu y crois qu'ils sont dérangés, mais tu y crois pas qu'ils sont organisés. Non, c'est un peu tout croche. Et la lettre finit en disant... C'est pas un cadeau, mais si tout se passe bien, vous reverrez votre fils en santé et vierge. Je vous le promets, pas d'erreur, ça coûte si cher chez nous. C'est de l'enfer, c'est glauque, là. Écoute, 42 heures après son enlèvement, Christian Hébert téléphonera lui-même à sa mère à 1h55 du matin. Ah ouais? Oui, il va dire « Maman, ça va bien, bonne nuit ». Donc, on sait qu'il est en vie. Ouais. Pendant ce temps, les policiers de Laval, aidés par les agents de la Sûreté du Québec, localisent les appels téléphoniques. Là. Écoute, ils sont... Ben oui. Mais ils avaient déjà averti la police? Oui. Parce que si je me fie à la télévision puis dans les films des années 80-90, il faut qu'ils gardent la personne au téléphone pendant 1 minute là, pour essayer de localiser où l'appel. Puis... Oui, ben t'as raison, mais là, écoute, ça s'est mis en branle-bas de combat assez vite. C'est un fils d'un agent de police, hein? C'est vrai. Et là, lui, il a mis toute sa gang de chums dans Ils doivent même pas être au courant. Il était comme si vous avertissez la police. C'est sûr que la police est au courant, son père est policier. C'est vrai. Ça se peut très bien que ça a été vraiment par hasard. C'est pour ça que je dis, ils ont l'air comme sérieux, mais ils ont pas l'air organisés. Ben, c'est parce que c'est ça. Tu vas voir pourquoi, là. Parce que les malfaiteurs, il y en a un de 19 ans. Ah boy. Ouais, c'est ça. Ça vole pas haut. Donc oui, les policiers ont rapidement localisé les appels téléphoniques. Le petit Christian Hébert a passé en tout 60 heures avec ses 2 ravisseurs complètement terrorisés, OK? Il va être détenu dans un vieil Econoline volé et aussi dans le logement de un des 2 assaillants. Okay. Et ils vont faire la navette entre l'Econoline et le logement. Les malfaiteurs sont armés en permanence. Puis durant tout le kidnapping, malheureusement, Christian est convaincu qu'il va être liquidé à la fin de l'histoire. Ah ouais. Ouais. La rançon va être déposée sur une voie de chemin de fer, soit à l'endroit convenu par les malfaiteurs et la famille. Donc, le 18 avril 86, 2 jours après, Jean-Pierre Bellemare, 19 ans, se fait mettre la main au collet pendant que son complice, Michel Larocque, 29 ans, libère le jeune garçon et se fait aussi appréhender. Wow. Il y en a un qui est allé chercher la rançon et il s'est fait prendre et l'autre, pendant ce temps-là, libérer le jeune garçon et s'est fait prendre par la suite. La personne qui nous intéresse dans l'histoire, là, c'est Jean-Pierre Bellemare, OK? Les journaux de l'époque relatent que les 2 hommes ont un casier judiciaire vierge. OK. Et le leader du crime, c'est Jean-Pierre Bellemare, 19 ans. Donc, même s'il est plus jeune, c'est lui qui décidait. OK. Oui. Et c'est aussi le feeling
que Christian Hébert avait, quand il en a parlé après, que Jean-Pierre Bellemare était comme le méchant de l'histoire. Ouais. Et que son complice, Michel Larocque, 29 ans, lui a même dit « Je te ferai pas de mal, moi j'ai 2 enfants. » Ouais, il a même dit « On veut pas te faire du mal. » là. Mais il disait que Jean-Pierre, 19 ans, lui, il était comme plus... Il faisait office du méchant de l'histoire. Okay. Sans être violent ou, tu sais, je pense pas qu'il était violent, mais il était plus menaçant. Ouais, ils ont fait peur, mais ils n'ont pas nécessairement tabassé. Ou... Non, c'est juste, c'était terrorisant. Ben oui, je comprends. Donc, Jean-Pierre Bellemare, 19 ans, sera condamné à 12 ans de prison pour l'enlèvement de Christian Hébert. À peine majeur, il va continuer sa vie de criminel à chaque fois qu'il a la chance de sortir de prison. Okay? Tour à tour, il va être condamné pour des vols qualifiés, de la possession d'armes à feu, évasion d'une garde légale, possession de biens criminellement obtenus. Évasion d'une garde légale? Oui, ça veut dire qu'il... Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait... Ah non, OK. C'est pas une affaire d'enfant. Là. Non. OK. Ça veut juste dire qu'il était sous la garde pour une sortie supervisée, bon. Puis il s'est sauvé. J'ai comme en deux passages en prison, il y a quelqu'un qui a fait un bébé. Là. Non, non, vraiment pas. Donc, il va cumuler en tout, finalement, 26 années de prison. Wow. Ouais. De son côté, le jeune Christian Hébert tente tant bien que mal de vivre sa vie, malgré son traumatisme. No Okay? shit. Le jeune homme a complété des études en comptabilité. Il refuse de se voir comme une victime. Bravo, Christian, honnêtement. Ben oui. Même s'il se décrit comme constamment en état d'hypervigilance. Écoute, je me suis jamais fait kidnapper puis je capoterais. Moi aussi, je promène le chien à 10 h le soir, puis il y a un char qui arrête puis je regarde. Ben, c'est sûr. T'imagines? Mais oui. Tu sais, si une fois tu t'es fait enlever pour de vrai, à chaque fois, tu fais le saut. Là. Ouais. 30 ans après le crime, OK? Et là, attache-toi avec de la broche. Il y a une émission qui voit le jour à Radio-Canada, OK? Cette émission-là, c'est l'adaptation de l'émission britannique The Gift. Ah, je connais pas. OK? Au Québec, ça va s'appeler Deuxième chance. OK. C'est une émission où les gens obtiennent une deuxième chance, soit pour réparer une erreur, s'excuser auprès de quelqu'un qui ont blessé ou remercier quelqu'un qui ont changé le cours de leur vie. Non. Moi, j'ai écouté ça, là, c'est larmoyant as fuck. Okay? C'est genre... Claire Lamarche sur le speed. Oui, Claire Lamarche sur le speed. C'est vraiment... moi, là, j'avais rien d'envie. Ma professeure de 4e année m'a tout donné. Je capote. Elle a fait tirer une galette. Je l'ai eu depuis 7 ans. Je suis devenue quelqu'un de successful. Je veux la retrouver pour dire merci. Ouais. Et là, il retrouve la prof. Puis là, s'ensuit des retrouvailles larmoyantes. Où est-ce que merci, de rien, ça me fait plaisir. C'est fou, raide. C'est une émission qui est supposée donner de l'espoir en la race humaine, naturellement. La première saison était animée par Marina Orsini et Patrick Lagacé, OK? Et la première émission, on suppose que l'équipe voulait frapper un grand coup pour la première, ils ont contacté Christian Hébert en lui disant que Jean-Pierre Bellemare souhaitait le rencontrer afin de s'excuser des événements qui s'étaient déroulés 30 ans auparavant. Ça, c'est le méchant Jean-Pierre. Le méchant Jean-Pierre, oui. Il voulait s'excuser. C'est juste à dire que c'est Patrick Lagacé qui avait fait une série d'articles sur Jean-Pierre Bellemare sur la réhabilitation d'un prisonnier parce que Jean-Pierre s'était réhabilité et a proposé le nom de Jean-Pierre à l'équipe de Deuxième chance qui a fait vraiment une grosse recherche. Ils ont contacté Christian Hébert pour lui expliquer la situation. Christian se décrit comme un sceptique. Oh, surprise! Il n'a pas confiance en la vie. Moi le aussi. gars qui empile les années de prison? Là. Non, Christian, la victime. Oui, c'est ça, mais je veux dire que l'autre, il se soit vraiment repenti. Oui, c'est ça. Christian, il était sceptique dans le sens que, le gars qui m'a menacé quand j'avais 13 ans veut s'excuser. Attends une minute, je vais réfléchir. Ouais, c'est ça. Il a réfléchi et après, il a accepté l'invitation, OK? Durant l'émission, Jean-Pierre Bellemare s'est adressé directement à Christian et à son père, Claude. Donc, les deux hommes ont reçu des excuses extrêmement senties. Je vous demande d'accepter mes regrets les plus profonds, les plus sincères. S'est repenti Jean-Pierre. Jean-Pierre, là, c'est quelqu'un, à travers sa réhabilitation, qui s'est mis à lire. Il s'exprime extrêmement bien. Il fait des métaphores. C'est un fin communicateur. Il parle bien. Vraiment, là, je l'ai entendu en entrevue.
Et c'est surprenant, vraiment, là. C'est ouais. pas la même personne qui a écrit les demandes de rançon. Qu'on a un récepteur et un émetteur. Comment ça? Il avait écrit ça dans sa lettre. Ouais. Nous avons tout l'équipement. Des jumelles. Un récepteur, un émetteur, une dactylo. Un sac. Écoute, à travers les années, je pense qu'il a fait mieux que ça. T'es allé à l'école. Peut-être. Et là, c'est là que Christian Hébert lui a répondu dans un geste d'une beauté exceptionnelle. Je t'accorde mon pardon le plus sincère et sans réserve. Et il a ajouté un souhait. Il a dit, en espérant que tu vas rester dans le droit chemin. Ça a duré combien de temps? Quelques mois plus tard, Manuelle Légaré, qui est Manuelle Légaré, c'est la productrice au contenu de l'émission Deuxième Chance. Donc, c'est elle qui a décidé d'amener Jean-Pierre et Christian se rencontrer. Elle fait une soirée où les participants sont invités afin de conclure leur parcours, sûrement le wrap-up party. Là. Ouais. Tu sais, c'est à la fin de l'émission. Genre comme OD à la fin, là? Ouais, un peu ça, mais sans le bitchage. Ouais, OK. Quand elle arrive à la soirée, il y a Christian, son père Claude, puis Jean-Pierre Bellemare qui sont attablés puis qui prennent une bière ensemble. Ah ouais. Et à ce moment-là, ses derniers doutes se dissipent et elle se dit, ben oui, ça se peut la réhabilitation. C'est beau. L'émission a fait ça. Est-ce que c'est la fin de mon histoire de licorne, Nicolas? Ben là, j'espère que non. No, pas tout. Ben, c'est intéressant. 24 mois plus tard, Jean-Pierre Bellemare retombait dans le crime. Et là, je veux pas te gâcher la surprise, mais c'est pas pour un vol de dépanneur. Non. Non. 19 septembre 2018, 7h45, Sutton. Lily quitte son domicile pour aller à l'école. Quand elle croise un individu qui met des plantes dans sa caravane, il se jette sur elle. Lily se débat de toutes ses forces. Son kidnappeur, Jean-Guy Vallière, la jette à plat ventre dans la minivan pendant qu'elle démarre. Qui est au volant? Pas notre bel ami. Jean-Pierre Bellemare. Aïe. Ils amènent la pauvre jeune fille à seulement 1 minute de route du lieu du kidnapping, dans une maison vide. Donc, si Christian avait été supposément choisi au hasard, Jean-Pierre a planifié le kidnapping de Lily plus minutieusement. C'est-tu la fille de Manuel? Comment ça? Je sais pas, la fille de la productrice de l'émission? Non, c'est pas la fille de la productrice. Sa mère est haut placée à la banque CIBC de Knowlton. Et ils veulent lui réclamer une rançon de 100 000 $. Tu sais, l'inflation? Ouais, c'est ça. C'est ça. 15 ans, 20? 35 ans. Oh boy, ouais. Jean-Guy et Jean-Pierre, nos deux lurons, prennent le téléphone cellulaire de Lily et lui font enregistrer le message suivant. « Hey maman, c'est Lily, il faut que tu coopères, sinon quelque chose va arriver. Juste coopère avec eux. » Wow. Les deux hommes attachent la jeune fille au niveau du torse, des jambes, des chevilles et des bras et lui mettent du ruban sur les yeux et sur la bouche et l'enferment dans un petit garde-robe sous les escaliers de la fameuse maison vide en lui disant que, excuse-nous, il faut qu'on te laisse seul de 6 à 8 heures parce qu'il faut qu'on aille chercher la rançon. Les ravisseurs se rendent ensuite au Tim Hortons. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Internet. Non. Ouais. Tu sais, quand je te dis... Il a dû garder le téléphone de la fille. Ben, ils ont le téléphone, mais ils n'ont pas Internet. Ils ont fait enregistrer un message, mais ils n'ont pas Internet. Ouais. Donc, ils se rendent au Tim Hortons à 17 minutes de là et ils font la demande en utilisant le compte Messenger de Lily. Donc, ils contactent la maman de Lily à 9h02 en lui disant qu'ils détiennent sa fille puis qu'elle doit ouvrir le coffre-fort. Encore, tu sais, si jamais tu sais pas comment trouver 100 000 $. Ouais, c'est ça. Tu peux aller là ou va après... c'est ça. Tu sais, prêt sans études, là. C'est ça. La première fois, il avait dit, vous pouvez réhypothéquer votre maison. Tu sais, voir ou quel monde... appelle Deuxième Chance au crédit. Ils vont te passer de l'argent. Même pas besoin d'Equifax. Voir que quelqu'un qui veut revoir son enfant va faire comme Colin, j'aurais donné 100 000, mais je suis pas capable de le trouver. Là, au moins, la lettre devait être comme très bien rédigée avec des sujets, verbes, compléments, puis... La ponctuation? Ouais. Ben là, ils l'ont appelé. Ah. Donc, ils disent, on détient ta fille et tu dois ouvrir le coffre-fort puis ramasser la rançon et la mettre dans une poubelle au théâtre du lac Brome. Ah, c'est moins loin que le métro P9. Une maudite chance, ils ont changé de place. Ouais. Rapidement, des collègues de la mère de Lily contactent les policiers parce que Bellemare lui conclut l'appel en disant « Si tu ne fais pas ce que je dis, tu ne la reverras jamais. »
Le cauchemar d'une mère. Après leur appel à la mère de Lily, Jean-Pierre et son complice se rendent à la succursale de la banque CIBC pour la checker. Mais ils se rendent compte que c'est plein de police qui s'en vont. Pendant ce temps, Lily est enfermée. Mais Lily, là, est badass. Ah ouais. J'espère que tous les enfants en situation dans une situation semblable vont avoir le courage que cette petite fille-là a eu. En même temps, des fois, t'es mieux de faire qu'est-ce qu'ils te disent. Hein? Oui, mais là, elle est toute seule. Ouais, pendant de 6 à 8 heures. Ouais. Et tu sais quoi? Juste te dire, ils n'ont pas attaché les mains. Ah, OK. C'est ça. Fait qu'elle se réussit à se détacher au complet, là. Je veux pas dire, oh mon Dieu, c'est tellement facile. Il a fallu du courage. Sauf qu'ils n'ont pas attaché les mains. Elle veut sortir du garde-robe. Elle se rend compte qu'il y a une chaise qui bloque la porte. Ben, elle prend son élan jusqu'à temps qu'elle défonce la porte. Et elle marche 2 kilomètres jusqu'à chez eux. Bravo. Ben oui. 2 kilomètres jusqu'à chez eux. C'était à côté de chez eux. C'était tellement à côté de chez eux, là. Oui. Et là, tu sais quoi? Chez eux, il y a plein de policiers qui voient la petite fille arriver et ils disent « Oh, viens-t'en au poste, toi, tu t'en viens faire une déclaration. » Oui. Les 2 suspects sont toujours au large, OK? Mais il y a la photo de Jean-Pierre au Tim Hortons de Knowlton qui sort dans les médias. Je veux juste te dire que lorsque Emmanuelle Légaré, la productrice au contenu de l'émission Deuxième Chance, verra la photo de Jean-Pierre dans les médias, elle aura l'impression d'y reconnaître l'homme à qui elle a donné une deuxième chance 2 ans auparavant. Donc là, elle va en parler à Patrick Lagacé. Patrick Lagacé, lui, il a des contacts et il va savoir que Jean-Pierre Bellemare y est recherché et qui est recherché pour le kidnapping de Lily. Wow! Donc, Jean-Pierre Bellemare, écoute bien ça, aurait tenté de traverser la frontière des États-Unis avec une arme et se serait fait arrêter à la frontière dans la même vanne que dans laquelle il est recherché. Il recherchait la vanne. Il a essayé de traverser la frontière avec cette vanne-là. Et les douaniers, fins renards, trouvaient singulier qu'un homme tentait de traverser la frontière avec 2 masques d'Halloween, des bas collants de femme, une clé de menottes bien en vue, un couteau et une arme à feu avec un numéro de série limé. Le kit du parfait kidnappeur. Ouais, c'est ça. Ils ont échangé leur récepteur et transmetteur pour un arme. Puis... oui. Sérieux. Ouais, fin renard. Là, mais... Fin renard, les douaniers. Quand même. Je te dirais. Quel brillant. Il aurait dû se renseigner sur comment mieux faire un crime plutôt que genre des métaphores puis la ponctuation. Et voilà. Donc, Jean-Pierre va rester 9 mois dans une prison américaine en attendant sa sentence pour juste ça, l'événement de traverser la frontière avec une arme. Parce que les policiers aux États-Unis n'ont pas d'affaires au kidnapping. Non, c'est ça. Donc, il va attendre parce qu'on sait pas trop de quoi l'accuser dans le sens de traverser la frontière avec une arme, mais... Donc, c'est seulement lors du prononcé de la sentence, 9 mois plus tard, il y a comme croupi là 9 mois, que le juge va dire vous êtes un prisonnier très spécial, monsieur Bellemare, parce que ce qu'on va faire pour votre sentence, c'est vous renvoyer au Québec parce que les événements qui vous sont reprochés au Québec sont beaucoup plus graves que ce qu'on vous reproche ici. Donc, merci, bonsoir, on a fait un deal avec nos voisins. Et dès son retour, les policiers vont le cuisiner sur les événements de Sutton. Non seulement Jean-Pierre a été photographié au Tim Hortons pendant qu'il appelait la mère de Lily, mais juste à dire qu'il l'a appelé une 2e fois d'une cabine téléphonique. Et le plan était super génial parce qu'il l'a appelé d'une cabine téléphonique de Brossard, mais il n'y avait pas de change. Fait qu'il est allé au dépanneur avant de faire du change et il s'est fait filmer. Ah, ben oui. Ben oui. Il a rouler jusqu'à Brossard pour se dire, écoute, ils pourront pas. Ouais. Tu sais, ils vont se dire, mon Dieu, c'est tellement loin, tu sais, c'est pas lui. Il va déjouer tous les policiers. Mais il a eu besoin de 25 cents. C'est peut-être 50 cents maintenant, téléphoner. En mai 2021, le procès de Jean-Pierre Bellemare pour l'enlèvement, la séquestration et extorsion en lien avec l'enlèvement d'une jeune fille s'est tenu à Granby. Après 3 heures de libération seulement. C'est pas long, hein? Non, c'est pas long. Jean-Pierre Bellemare sera reconnu coupable encore une fois. Et encore une fois, il s'excusera dans une belle lettre à Lily. Oh. Une très belle lettre. J'espère qu'elle l'a pardonné parce que c'est tellement un gentilhomme. Eh oui. Non, ouais.
Plus encore, là, je suis passée sur des détails, mais il a été accusé de d'autres crimes plus odieux et cruels en même temps. Non. Il a entre autres agressé des employés d'une maison de transition à la pointe d'un couteau. C'est l'horreur, ce qui a été reproché après. Ouais. Emmanuelle Légaré, la productrice au contenu de l'émission Deuxième Chance, tentera par tous les moyens de comprendre Jean-Pierre Bellemare dans une excellente série balado nommée Récidive. On peut trouver ce balado-là sur Audio, qui est la plateforme balado de Radio-Canada. Ouais. OK? Je pensais qu'elle allait elle-même participer à la 2e saison de Deuxième Chance en demandant pardon aux victimes de l'avoir mis dans son émission. Écoute, c'est vraiment spécial, cette émission-là. Le balado que je te parle, là, Manuelle Légaré, c'est extrêmement spécial, OK? Selon ses dires, elle cherche la cohérence dans l'incompréhensible, OK? Elle va commencer le balado avec des rencontres avec Jean-Pierre, parce qu'à ce moment-là, il était pas sûr si c'était lui qui avait fait le kidnapping de Lily. Et le balado commence avec une genre de bienveillance envers Jean-Pierre, où Emmanuelle Légaré tente un peu de se convaincre qu'elle a vu quelque chose de bon en lui, puis qu'il est presque impossible qu'il ait commis des crimes aussi odieux. Puis même, il y a certains intervenants qui vont dire « Coudon, t'es-tu en amour avec? » Elle va faire « Ben non, c'est pas ça. Ah ouais. C'est juste que je pense vraiment que c'est une bonne personne. » Elle se disait « Ça se peut pas, je m'ai tombé. Je me sois trompée à ce point-là. » Ben ouais. Mais c'est ça, elle n'est pas en amour, elle cherche seulement à comprendre. Et plus cet excellent balado avance, plus on se rend compte que Jean-Pierre est possiblement nourri par l'attention médiatique. Mm-hmm. Patrick Lagacé, lui, il est dégoûté par toute cette histoire. OK, on va l'entendre dans le balado dire qu'il a honte, qu'il est extrêmement mal à l'aise de l'avoir mis au monde médiatiquement parlant, puis que c'est un pourri, puis qu'il veut plus rien avoir à faire avec ce gars-là. Ouais. Christian Hébert, bien sûr, a précisé qu'il lui retirait son pardon. Ouais. No shit. Donc, je vous encourage fortement à écouter l'excellent balado de Manuelle Légaré, un projet sensible et lucide où on reconnaît franchement qu'une erreur journalistique, ça arrive. Ben oui. C'est ça. Ouais. C'était vraiment... Elle se demande, c'est-tu de ma faute? J'ai-tu ouvert? Elle s'est fait berner, oui. tu sais, à un moment donné, là, c'est ça. Mais on parle juste de ça à Crime Tonic, là, tu sais, du monde qui s'est fait avoir par un arnaqueur financier. Un autre qui s'est fait avoir par une affaire paranormale, là, de voyant. Un autre qui s'est fait avoir. À un moment donné, tu te fais avoir, pis c'est ça, là, je veux dire, puis c'est pas du victime, faut pas faire du victim shaming. Non, exactement. Tu sais, Emmanuel, oui. Même si c'est pas vraiment une victime. Là, non. Mais tu sais, elle a juste été bernée. Là, maintenant, faut pas qu'elle s'en veuille plus qu'il faut. Là. Non, puis elle a vraiment essayé de voir le bon en lui. Puis lui, il a décidé de se représenter tout seul, puis il accusait naturellement le système. Ben tu sais, c'est quelqu'un qui a pas eu de chance dans la vie, là, qui a été abusé, il a fait des familles d'accueil. Mais c'est sûr. Oui, mais il y a toujours du monde de même aussi qui font des... Oui, qui deviennent de bonnes personnes. Des belles vies. Tout à fait. Il a décidé de se représenter tout seul. Il avait dit qu'il voulait pas aller en procès pour pas faire témoigner Lily, qu'il devait au moins ça là, à Lily de pas témoigner. Crime. Et c'est pas vrai. Finalement, il a été en procès. Il s'est défendu seul. C'était une espèce de discours sur le fait qu'il était une victime. Et elle a assisté aux plaidoiries. Et ça l'a dégoûté, elle l'a quitté avant la fin. Puis quand elle a arrêté de donner de l'attention, là, il commençait un peu à paniquer. Puis là, il l'appelait, puis là, il disait, je sais pas, tu sais, peut-être que tu veux savoir comme ma version de l'histoire. Puis elle a compris qu'elle s'était fait berner. Patrick Lagacé est vraiment touchant dans cette histoire-là. Là. Il s'excuse. Puis quand l'émission Deuxième Chance est sortie aussi, il y a eu d'autres informations comme de quoi que Jean-Pierre, c'était vraiment une mauvaise personne. Ouais. Des gens avec qui il avait travaillé, des femmes qui avaient harcelé, qui sont sorties. Oui, c'est ça. Je trouvais ça très humble de sa part de faire ça. C'est vraiment bon. Allez voir ça. Je vais vous mettre naturellement. Toutes les sources seront sur le site Internet, dont le fameux balado Récidive. C'était ça mon histoire aujourd'hui. Ben, donc, merci. Moins drôle que d'habitude. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Moi, j'en revenais pas là quand j'ai vu que quelqu'un qui s'était excusé à l'émission, qui, by the way, l'émission est introuvable. Ah oui? Cette émission-là ou genre la saison?
C'est-à-dire que la première saison avec Patrick Lagacé est vraiment est pas trouvable. Non. Mais c'est toute la première saison. Okay. C'est pas juste l'émission. Moi, je voulais Ils voir. ont effacé ça. Ouais. C'est sûr que c'est quelque part dans les archives de Radio-Canada, là, parce qu'ils gardent tout, là, mais C'est sûr. c'est pas rediffusé nulle part. Là. Même quand elle a voulu faire le balado, il a fallu qu'elle aille voir avec Radio-Canada si ça venait en conflit avec la merveilleuse émission Deuxième Chance. Tu comprends? Parce que... Puis ils ont fait, non, c'est vraiment 2 projets séparés, tu peux y aller. Aïe, aïe. Ah ouais. Il y en a tellement d'affaires, c'est fou, hein? On se raconte des histoires de même, puis j'ai jamais entendu parler de ça. Non, puis moi aussi, ton histoire, j'en avais jamais entendu parler. C'est gros, là. Oui, c'est gros. Tu sais, toi, c'est parce que ça s'est passé ici, là. Oui. Tu sais, nous autres, mon histoire au pays, c'est aux États-Unis en 70, la manée, tu fais comme ça se peut, je n'avais pas entendu parler, là, mais là, ça, c'était à côté de chez nous, là, dans les années 2000. Oui, c'est fou, hein? Ah ouais, puis c'est passé à la télé, puis il y a vraiment un criminel qui s'est excusé, puis Patrick Lagacé qui est hyper oui, c'est ça, c'est du monde qu'on connaît, tu sais. Oui, hyper connu dans le portrait médiatique, puis c'est une erreur aussi, puis c'est grave, puis lui il disait ça fait 2 ans que ça me tourne dans la tête, je veux écrire là-dessus, mais il est tellement enragé, déçu qu'il sait pas comment le tourner pour en parler. Puis il disait à Manuel Légaré, c'est bien que tu fasses un podcast parce que moi, je le digère pas encore puis je sais pas encore quoi faire avec ça. Tu sais, c'est vraiment... Moi, je trouve ça super intéressant. Donc, c'est ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ben oui, merci à toi. Merci beaucoup pour ta belle histoire aussi. Donc, c'est ce qui conclut l'avant-dernier épisode. Yeah. Il va rester juste l'épisode 20 qui va être un combat des crimes. Yeah. Motherfucker. Quand on parle en même temps, on a l'air des intrépides. Ah oui, c'est ça. Hein? Suffit d'un appel. Pour que tout devienne limpide. Avec les crimes toniques. Bon, c'est ça. Donc, on finit avec le mot de la fin? Ouais, mais tu te le fasses encore? Ah, vas-y. Si vous faites le mal, faites-le bien. Au revoir. Ciao!